Bonjour Laurent Berger. Bonjour. La piste d'un référendum à choix multiples semble gagner du chemin. Ce serait un référendum qui se tiendrait en même temps que les élections européennes. Est-ce que c'est un bon moyen de sortir de la crise ? Ça peut pas être le seul. Ça peut en être Parce un. que... Tout simplement parce que la crise, elle nous dit des choses sur l'injustice sociale, sur l'injustice fiscale, sur les difficultés à pouvoir vivre correctement pour nombre de Français. Et le référendum ne peut pas traiter ces questions sociales par une simple réponse oui ou non. Il peut y avoir un référendum potentiellement sur les questions institutionnelles. Ça serait une bonne chose. Sur la proportionnelle. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose si le débat est serein en amont. Vous avez l'air d'en douter en réalité. Mais tout simplement parce que le pays est un peu hystérisé. Mais ça peut être une bonne chose sur les questions institutionnelles, mais pas en même temps que les européennes. Pourquoi ? Le débat, tout simplement parce que l'Europe, c'est un sujet central. Et on ne peut pas nationaliser le débat sur l'Europe d'une certaine manière. On ne peut pas se faire l'économie d'une réflexion dans le cadre d'une campagne électorale sur l'Europe que nous voulons, ce qu'elle doit être en termes économiques, en termes sociaux, en termes de valeurs. Et si le débat est polarisé sur une question référendaire liée à la crise des Gilets jaunes, je crois qu'on aura finalement perdu, parce que ça ne sera pas suffisant pour répondre à la crise, je le répète, la question institutionnelle, et deuxièmement parce que l'Europe mérite un débat en tant que tel. Vous aviez demandé un Grenelle du pouvoir de vivre, c'est l'expression que vous aviez utilisée. On se dit que c'était un peu ce qui s'était passé sur le modèle de l'après-68, c'est une grande réunion où tout le monde se met autour de la table. On a l'impression que vous n'avez pas obtenu gain de cause. Est-ce que vous savez si cette option est écartée ? Non, j'en sais rien pour l'instant. Vous savez, moi je ne dis pas que c'est la seule solution. Je le dis, la question du référendum, sur certaines questions, elle peut se justifier. La question de panel citoyen sur d'autres peut se justifier. Il faut que, d'ailleurs, je le pousse, cette idée. C'est-à-dire, ce ne serait quoi des panels citoyens ? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets où on peut décider de réfléchir un peu pendant un certain temps, et on demande à des citoyens tirés au sort, comme on le fait dans les pays nordiques, de débattre et de faire émerger finalement un consensus à l'issue de leur débat. Ça pourrait se faire par exemple sur les questions sociales que vous évoquiez à l'instant ? Sur une partie, mais sur les questions sociales, je crois qu'il faut un Grenelle du pouvoir de vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette crise, elle nous dit des choses évidemment sur le pouvoir d'achat, mais elle nous dit des choses sur les mobilités, sur le logement, elle nous dit des choses sur l'accès aux services publics, à la santé, elle nous dit des choses sur l'accès à la parole, à l'expression, et il faut à un moment donné qu'on reconstruise finalement une place pour chacun dans notre société, et ça passe par la capacité à ce que les acteurs sociaux, économiques, les associations puissent se confronter pour faire émerger des solutions concrètes. C'est ce que vous allez dire au Premier ministre mercredi ? Oui, mercredi, on est invité, je crois, à discuter des conditions du grand débat. Le grand débat, nous, on lance des initiatives, on mène des initiatives qui recueillent d'ailleurs un certain succès. On voit bien, il y a un besoin de s'exprimer de la part des citoyens. Et tant mieux si ce grand débat et cette opportunité... Il y a besoin d'en sortir avec du concret aussi. Et puis, voilà, il y a besoin après que cette expression, elle trouve des concrétisations sur la question sociale, sur la question fiscale, sans doute sur la question institutionnelle. Et cela, ça ne doit pas être une décision unilatérale du pouvoir, ça doit être discuté avec l'ensemble des corps intermédiaires de la société. Ça fait des semaines que vous dites ça. Vous avez dit récemment dans la presse, vous avez même demandé au président de la République de partager le pouvoir. L'expression était assez forte. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil, par exemple, du chef de l'État ? Non, mais c'est pas l'essentiel. Toujours pas, Laurent Berger. Non, toujours pas. Vous me demandez, je vous donne la même réponse. D'accord. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, vous savez, c'est la capacité à trouver des solutions. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je fais cette proposition. Mais vous savez, dans cette période où les acteurs publics peuvent dire tout et n'importe quoi du jour au lendemain, je crois que la cohérence, une certaine vision, ça paye. Ça paye pas pour soi, ça paye pour construire une société beaucoup plus apaisée. On va quand même pas se contenter de samedi à répétition avec des manifestations, de la colère légitime, mais aussi des violences. Il faut trouver des voies de sortie. Et ces voies de sortie, ça ne peut pas être une décision seule du pouvoir, encore une fois. C'est pour ça que j'appelais à partager le pouvoir. Mais je l'avais dit dès mai 2017 qu'il fallait avec, pardonnez-moi, je ne veux pas être désagréable, mais avec le succès que l'on sait. C'est-à-dire que depuis justement ces appels que vous avez lancés avec une vraie détermination, on vous reconnaît cela, il n'y a pas eu forcément de geste de la part du gouvernement qui semble avoir choisi une autre manière de réformer que de vous associer. Il y a eu des sujets comme la stratégie pauvreté où il y a eu de la vraie confrontation d'idées. Mais vous savez,
avec le résultat que l'on sait, pour reprendre notre expression, avec la situation que l'on connaît surtout. C'est surtout cela qui est important, et avec la situation sociale que connaissent trop de nos concitoyens en termes de difficultés à vivre correctement. Vous avez parlé des questions fiscales. Gérald Darmanin rappelle ce matin que la moitié des niches fiscales profitent à 9% des plus riches. C'est 14 milliards d'euros. Il dit ça dans une interview au Parisien. Il se propose de diminuer le plafond de ces niches fiscales ou de les mettre sous condition de ressources. Ce serait mieux, selon lui, que de rétablir l'ISF, qui est une option qui est totalement exclue. Est-ce que ça irait dans le bon sens ? Ce qui irait dans le bon sens, c'est une tranche d'impôt supplémentaire sur les très hauts revenus. Il l'écarte. Oui, mais c'est ça qui irait dans le bon sens. Vous me demandez ce qui irait dans le bon sens. Ce qui irait dans le bon sens, c'est une taxation plus forte de la détention de capital. Ce qui irait dans le bon sens, c'est une taxation plus forte de la transmission des très hauts patrimoines. Et la mesure des niches fiscales, ça peut être un début de réponse pour que les plus hauts revenus contribuent davantage, mais ça ne sera pas suffisant en termes d'une justice fiscale qui aille vers un impôt beaucoup plus progressif, mais aussi redistributif. Un mot sur les réformes de l'assurance chômage. Le patronat est revenu à la table des négociations. Vous avez, je crois, jusqu'au 20 février pour vous mettre d'accord. Est-ce que ça avance ? Sinon, le gouvernement reprend la main. C'est un peu ça le principe. Le patronat, il a dit qu'il revenait à la table des négociations. Donc, il faudra maintenant qu'il mette des mesures très fortes sur la table sur la taxation des contrats courts, en tout cas la limitation des contrats courts, avec des mesures de responsabilisation des entreprises qui abusent de ces contrats courts. Donc revenir à la table des négociations et continuer de dire il n'y a pas de sujet, on ne veut pas en parler, ce n'est pas possible. Donc on attend de voir maintenant les propositions concrètes du patronat pour limiter le recours aux contrats courts abusifs. Donc à ma question, est-ce que ça avance ? La réponse est non. Eh bien, on attendra, ça avancera lorsqu'il y aura des propositions. Donc, pour l'instant, on n'en a pas idée. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue du débat, on peut lancer une grande réforme sur la fonction publique ? Certains considèrent que c'est peut-être pas le moment. Est-ce qu'il y a un bon moment pour lancer une réforme de la fonction publique ? Ça dépend quelle réforme. Si la réforme, c'est de se demander, dans notre société du XXIe siècle, quels sont les services publics auxquels on est attaché, dont on a besoin, eh bien, la réponse est oui. Si c'est pour avoir une logique budgétaire pour supprimer des emplois, la réponse est non. Regardez ce qui se passe sur la viande ces derniers jours. Ce qui se passe sur la viande ces derniers jours, c'est la démonstration qu'avoir démantelé la DGCCRF, la répression des fraudes, eh bien, on a ce style de situation. Donc, on a besoin de services publics, même quand des fois, on ne sait pas trop, on ne les connaît pas trop, pour réguler et protéger les citoyens. Très vite, un dernier mot. Demain, grève générale à l'initiative de la CGT. Certains gilets jaunes embrayent derrière ce mouvement. Vous n'y serez pas. Pourtant, le mot d'ordre, c'est l'urgence sociale. Non, mais l'urgence sociale, il faut se dire ce qu'il y a derrière. Si c'est plus de solidarité, si c'est plus de justice, d'accord. Mais vous savez, il faut des mots d'ordre concrets. Ce qu'on attend, c'est des résultats. Et pour ces résultats, il y a parfois la nécessité de faire grève ou manifester. Puis parfois, il faut faire des propositions concrètes. C'est ce que fait la CFDT. Merci beaucoup, Laurent Berger. C'est à vous, Laurent.